L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Construction Pro-Rock qui ont un message pour vous. Construction Pro-Rock, c'est la référence pour votre patio sur la Rive-Nord, offrant également des projets extérieurs sur mesure, pensés pour s'adapter à votre cours et à votre réalité. Peu importe le projet, l'équipe mise sur des solutions personnalisées pour créer un espace extérieur qui vous ressemble. Découvrez leur réalisation ou faites une demande de soumission sur www.prorock.ca, le site récemment revampé pour vous permettre de concrètement voir à quoi pourrait ressembler votre cours idéal. Construction Pro-Rock, c'est simple, tout pour votre extérieur sous un même toit. Merci Stéphane de ton support, j'apprécie énormément. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Ventile Pro. Mon chum Alex offre des services d'entretien de nettoyage, climatisation, d'air clim mural, centrale, fournaise, échangeur d'air, tuyaux de sécheuse. C'est important de faire un entretien sur tes machines si tu veux que ça dure longtemps et que tu évites les risques d'incendie. Fait que je vous recommande fortement Ventile Pro. Les informations vont être dans la description. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai reçu Samuel Baudry de la fameuse compagnie Mindblow, les boissons énergisantes. On a parlé, moi et Samuel, de plusieurs sujets d'entrepreneuriat, de son parcours en prison il y a 10 ans. J'étais pas au courant de son histoire. On a échangé là-dessus. Après ça, on a parlé de création de contenu, de marketing, de plusieurs sujets super intéressants aujourd'hui en 2026 si tu veux avoir du succès en ligne. C'était vraiment un échange qui était fluide, naturel. J'ai vraiment apprécié mon échange avec Samuel. Je vous souhaite une excellente écoute. Merci d'être là. Jamais trop tard pour prendre sa place au top. Je me lance, je toucherai les étoiles à la Mario Bros. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour toucher le sommet. Depuis le jour 1, je le feel, c'est en moi ça sommeille. Je veux exprimer mes rêves pour inspirer les autres. Juste exister pour... Sir Samuel, bienvenue sur Le Cœur au Mic. Merci d'être là aujourd'hui. Comme je viens de dire hors caméra, aujourd'hui, il n'y a pas de ligne directrice. Je vais apprendre à connaître c'est qui Samuel, l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu faisais avant ton parcours? Fait que je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Merci beaucoup. Merci de me recevoir, by the way. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, j'ai un podcast moi-même. Ouais. C'est quand même rare que je suis reçu de mon bord. Fait que c'est moi qui ai la grande trappe aujourd'hui. Changer de siège. J'adore ça, j'adore ça. Fait que ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Samuel Baudry. Techniquement, je me suis toujours vu comme étant un créateur de contenu. Tu sais, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais je pense que j'ai fait ça depuis très, très jeune dans ma vie. Depuis que j'ai 12-13 ans, je pense que je fais des vidéos. Fait que tout ce que j'ai fait dans le reste de ma vie, autant, on va parler de Mindblow, on va parler de ma compagnie de coaching que j'avais dans le fitness dans le passé. Tout a toujours été autour de faire du vidéo. Fait que, tu sais, aujourd'hui, le podcast, les trucs, comme je pense vraiment que c'est le médium que j'aime le plus sur Terre, de pouvoir partager ce qu'on aime, partager qui qu'on est, de juste... J'ai une grande gueule, ça dit non, j'ai une grande gueule. Je pense que j'aime vraiment ça. Fait que, comme, de mon côté, je suis quand même quelqu'un qui vient d'un milieu assez typique, là, je veux dire, famille... classe moyenne. Ma mère était gardienne de prison. Mon père était en foyer de groupe pour les jeunes délinquants et compagnie. Fait que j'ai été très bien élevé. Ici, sur la Rive-Nord? Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, OK. Je viens de Saint-Hippolyte. Fait que plus jeune, Mascouche. Après ça, Saint-Hippolyte. Fait que oui, j'ai toujours été dans le coin ici quand même. Belle famille, bonne famille, plein d'amour, tout allait bien. Tout allait bien. École, ça allait bien aussi. J'ai jamais eu aucun problème. Puis les gens qui connaissent un peu mon histoire, vont savoir le passage que je vais parler là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vers l'âge de 18, 19, 20 ans, j'étais un peu perdu dans la vie. Je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Puis la seule chose qui me passionnait, c'était le fitness. C'était juste l'entraînement. C'était quelque chose que j'aimais. Je suis tombé un peu rapidement dans le dark side. Dark side. Stéroïdes, mauvaise fréquentation et compagnie. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai dû tomber dans cette espèce de côté-là. Honnêtement, j'étais juste... Tu sais, j'étais bien élevé, comme je t'ai dit. Là. Mais je pense que j'avais un petit côté rebelle qui avait besoin de sortir quelque chose que je ne savais pas c'était quoi. Puis à ces moments-là, je me suis tenu avec des moins bonnes personnes. J'ai pris des moins bonnes décisions. J'ai consommé des stéroïdes, j'en ai aussi vendu. Mais tu étais plus jeune aussi. Il y a un côté égo. Hein, on veut une shape, on veut l'atteindre plus rapidement. Ouais. Surtout tu as sûrement pris de la maturité en cours de route. Mais je veux dire, j'espère. parce que tu sais, moi, je me rappelle 18 ans, je l'ai essayé une fois. Là. Une fois, des stéroïdes, j'ai fait une réaction. OK. Je me suis fait opérer 6 fois. Ça a duré 6 ans. Je t'en parlais plus tard, mais je te laisse continuer. Mais en voulant dire que ça a donné des mauvais côtés. Mais tu sais, comme tu l'as parlé en maturité, je pense plus tu vieillis, plus que tu peux un petit peu penser à ton passé puis te dire comme, tu sais, pourquoi j'ai fait telle décision, etc. Puis je pense que j'avais vraiment peur de déplaire. Puis ça, c'est encore un problème aujourd'hui. Là. Mais de dire non, pour moi, c'était difficile. Puis il y en a qui vont dire que c'est tellement facile de dire non dans la vie. Mais c'est un skill. Oui, c'est un skill. C'est un skill. C'est vraiment difficile. Tu lis du développement personnel, tu vas le lire souvent qu'apprendre à dire non quand ça ne te tente pas, c'est un skill. Exact. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est un de mes combats quotidiens d'apprendre à dire non. Parce qu'à l'époque, je ne voulais pas nécessairement déplaire. Puis c'est là que la suite d'événements a fait... Je me tiens avec des mauvaises personnes. Je suis dans un milieu qui est rempli
justement d'ego, de physique, d'ego surdimensionné, de comparaison tout le temps. Puis là, vient les stéroïdes, vient la vente, vient des moins bonnes fréquentations, vient la drogue, puis vient la vente de tout ça aussi. Puis techniquement, je me suis fait arrêter à l'âge de... Tout le temps, l'âge, je vais avoir 21, 22 ans. Encore vague. Ouais, c'est vague quand même parce que ça fait longtemps, mais en même temps, on dirait que c'est hier. Je vais avoir 32 ans le mois prochain. On dirait que ça fait déjà quasiment 10 ans que c'est arrivé. Mais c'est le plus gros élément qui est arrivé dans ma vie parce que t'es jeune, ta mère est gardienne de prison, ton père est avec des délinquants tous les jours. C'est vrai, c'est paradoxal un peu. Hein? C'est OK, pareil. Ben oui. Mais moi, je me fais arrêter dans une situation comme ça, puis j'ai juste mangé le blâme de tout le monde. J'ai pris la faute pour tout le monde. Tu t'es fait... Il y a du monde qui ont pitché ton nom? Ou non, j'ai pris le blâme, OK, t'as pris le blâme, OK. J'ai pas délaté personne. Tu t'es attribué des trucs qui n'allaient pas à toi, puis t'as pris le coup, puis des merci. Par sécurité, I guess. Quand t'es jeune, on s'entend, avec le monde que je me tenais. Puis... Fait que pour tout dire qu'au final, à l'âge de... C'est encore flou, 22, 23 ans, l'arrestation, toutes les procédures, tout se passe... Puis j'ai fini en dedans, au final. Je peux-tu te demander juste quelques détails là-dessus? 100%. Tu dis comme tu as commencé par des stéroïdes, puis quand tu dis que ça l'a débordé sur autre chose, c'est-tu en voulant dire les mêmes personnes pouvaient fournir, mettons, pas mal plus, puis tu as décidé d'agrandir l'éventail? Puis... Dis-toi vraiment là, que comme dans cette situation-là de peur de déplaire à d'autres, je me suis mis dans des situations où est-ce que, tu sais, toute mauvaise décision, si tu la règles pas, va finir par escalader. Fait que quand tu commences dans mon milieu comme ça, bon, des petits clients, on vend un peu de testostérone, ça a l'air anodin, mais les personnes avec qui je me tenais, bon, commencent eux autres à peut-être vendre un petit peu d'autres choses ou à traiter dans d'autres sortes de marchés. Puis moi, techniquement, j'étais un peu comme la personne qui acceptait de garder des choses chez nous des fois. Puis sans le savoir, je me suis mis ami avec un de mes clients qui m'achetait des stéroïdes. Puis cette personne-là a commencé à me demander un moment donné, tu peux-tu m'avoir telle affaire? Tu peux-tu m'avoir telle affaire? Puis moi, je suis jeune, je vais des fois en soirée, en club, je consomme un peu, mais pas grand-chose ni rien. Puis je me surprends à toujours lui dire comme non, tu sais, je peux pas t'avoir ça, tu sais, j'en ai pas. Puis cette relation-là a duré quasiment 1 an. Jusqu'à temps qu'un moment donné, ben, je garde des choses pour l'entourage que j'étais, puis je découvre qu'est-ce que c'est. Fait que c'est des pilules. Puis là, je me rappelle de ce gars-là qui est un bon ami maintenant, qui est comme, hey, il en voulait la dernière fois, il en veut sûrement encore. Donc, je prends l'initiative de le texter puis de dire, hey, je peux t'en avoir là. Tu sais, viens-t'en chez nous, je vais en chercher. Fait que cette personne-là vient, il y a une transaction qui se fait. Je suis pas un vendeur de drogue. Je suis quelqu'un qui prend une mauvaise décision à ce moment-là. Puis c'est la seule fois que c'est arrivé. Le lendemain, fourgon, policier, tout le monde débarque, défonce la maison. Le lendemain. Une fois parce que c'était un agent double. Ah non, c'est ça l'histoire. Fait que la personne était autour de moi pour essayer, bon, de démanteler quelque chose de probablement beaucoup plus gros que moi. Avait le ticoun qui vendait des stéroïdes puis des choses. Puis au final, ben, à force de pousser, puis à force de pas vouloir déplaire, je me suis mis comme étant un vendeur de drogue, ce que je n'étais pas. Oui, j'avais fait, tu sais, je veux dire, je n'étais pas tout rose, on s'entend. Là. Pour pouvoir satisfaire ses demandes, en fait. Pour lui faire plaisir. Lui, il voulait comme te prendre la main dans le sac. Tu n'avais même pas la main dans le sac. Finalement, tu te l'as mis pour lui faire plaisir. Je suis tenu le sac au complet. Parce que j'ai pris le blâme au complet. Donc, j'ai eu complot, possession dans le but de trafic. Ils m'ont mis énormément de chefs d'accusation qu'au final, la seule chose que j'avais à faire, c'était plaider coupable. Je veux dire, j'ai aucune autre chance. Mais comment il s'est introduit dans ta vie? Vraiment par le fait, au départ, clients, probablement, encore une fois, eux autres, ils ont leur tactique là, de voir des réseaux, des démantelés. Peut-être qu'au départ, c'était vraiment juste pour les stéroïdes, mais des fois, c'est comment? On va aller tâter l'eau, voir s'il y a peut-être autre chose. Puis, ben, je me suis fait prendre au jeu à travers tout ça. Fait qu'on pensait que, vu mes antécédents, tu sais, je commençais à travailler dans le fitness, j'avais ma petite compagnie, puis j'avais un bon entourage, j'avais une nouvelle copine, mes parents, tu sais, leur statut. On va avoir prison à la maison. Te rappelles-tu, comment tu peux décrire le feeling de quand ça débarque à la maison? La claque d'en face, mon gars, était assez immense à ce moment-là. Puis je raconte tout le temps cette histoire-là en disant que le jour où j'ai changé, c'est le jour de mon arrestation. Tu sais, il y a beaucoup de gens, autant que j'ai vu en prison que des gens que je connais aujourd'hui, que, tu sais, ils vont jamais changer. Ils ont ça en dedans d'eux, malheureusement. Puis des fois, c'est une question des parents, de l'éducation, de l'entourage, de leur propre décision, de la personnalité. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs parce que j'ai besoin de me planter, mais j'apprends vite de mes erreurs puis j'y reproduis pas. Dès le moment où je me fais dire hey, attends là, un inspecteur qui vient te voir, puis
Quand la police est arrivée, moi, je pensais que je venais de faire un excès de vitesse. Ils m'ont arrêté en voiture. Ah. Je pensais que j'avais un excès de vitesse. Quand j'ai vu le fourgon, j'ai fait Oh, c'est ce qui se passe. bizarre, hein? L'inspecteur qui m'explique ça, on va aller chez vous, on sait qu'est-ce qu'on va trouver. Puis, fait que j'étais assis dans le fourgon, puis là, tout déboule dans ma tête. Là. Je suis comme, ma mère va penser quoi, mon père va penser quoi, tout le monde va T'étais penser déjà quoi en train de de moi. te faire la morale puis de vouloir step up. Là. T'assumais déjà. Là. Tu savais ce qui Ben, s'en venait. Dans le fourgon, je pense qu'à ce moment-là, la claque était Ouais. déjà là, puis je savais que je changerais d'entourage. Mais c'est juste fou à quel point, quand t'es jeune, t'es tellement influençable, puis tu te fais des modèles, des fois, de personnes que t'aimerais être Ouais. par l'argent, par la beauté, par tout plein d'artifices. Puis dans ce fourgon-là, là, tout seul au froid, là, je pense que j'étais comme, hey, ces personnes-là, c'est même pas ce que j'ai envie d'être. Mm. Le modèle de personnes que j'ai autour de moi, donc mes parents, etc., c'est zéro ça. Puis quand tu prends ça en perspective, tu te dis, moi, c'est quoi la personne que je veux être dans 10 ans? Parce que ces personnes-là ont peut-être 10 ans de plus vieux que moi. Ça ressemble zéro à ça. Là. Moi, cet âge-là, qui est l'âge que j'ai aujourd'hui, est-ce que je suis plus fier de la personne que je suis aujourd'hui? Fait que c'est une grosse réalisation, mais ça aussi, je le dis à chaque personne qui me le demande, c'est est-ce que c'est quelque chose que j'ai tiré une bonne leçon? C'est la meilleure leçon de vie que j'ai eue de ma vie, puis je ne referais rien différemment. Je n'irais pas en prison. Ça a duré quand tu es allé en dedans pendant combien de temps? J'ai fait là, un 6e. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas les concepts, techniquement, c'est quand tu vas en prison, ben, au Québec, ici, le maximum que tu peux faire de ta sentence, c'est ton 2/3. Moi, j'ai écopé 10 mois et demi environ, qui est quand même, comme pour une première offense comme que j'ai, quand même une bonne petite sentence. Ben, 10 mois enfermé, restreint de tout, tu payes le prix pareil. Tu sais, je veux dire, tu as le temps de réfléchir en masse. Là. 100%. Le temps doit être long quand tu sais que tu peux faire, t'as un plus grand potentiel que ça, tu peux accomplir de grandes choses à l'extérieur. Exact. Ça le donne le temps en masse de faire une introspection. Puis de... Surtout quand t'es pas comme ça. Ouais. Quand je veux dire, je m'en vais pas là-bas en me disant, hey, cool, je vais pouvoir mettre ça sur mon CV que j'ai été en prison pour que les gens trouvent ça cool. Il y a des gens qui disent, t'as juste été 2 mois en prison. Je suis comme, tant mieux que j'étais juste 2 mois en prison. Parce qu'au final, j'ai eu 10 mois et demi. J'ai fait le 1/6e, donc qui est vraiment comme le minimum que tu peux faire, libération conditionnelle. Tu passes devant tout le monde. Puis ils ont vu que j'avais quelque chose en sortant, que j'avais une maison, que j'avais ma femme qui m'attendait, un travail. Comme j'étais dans une bonne réinsertion sociale potentielle. T'as fait quoi comme réflexion là-bas? Mettons, pendant ton temps, est-ce que tu étais déjà en train de planifier qui t'avais le goût de devenir en sortant? T'as-tu pris ce temps-là pour ça, vu que tu as juste ça à faire, penser? Ou les procédures ont pris environ 1 an et demi avant de l'arrestation à l'incarcération. Comme je te dis, le jour 1, je me sentais déjà dans une voie de changer parce que je suis comme, c'est pas de sens que moi, je vais aller en dedans. Quand ma mère, tous les jours, voit des gens à l'autre bord du grillage, puis là, moi, je vais être l'autre bord de la grille de ma mère, c'est fucking même. Ben oui. Fait que le 1 an et demi qui a suivi, ça a été des belles années dans le sens où j'ai travaillé fort, j'ai lâché cet entourage-là. Je me suis vraiment comme réinséré d'une bonne façon dans la société. Tu étais prête avant même de partir. Exact. Puis comme je te disais tantôt, on pensait avoir prison à la maison. Et quand j'ai eu le verdict, ça a mis tout le monde sur le cul. Je veux dire, ma femme, qui est encore ma femme aujourd'hui, a fait une crise de panique dans le palais de justice parce qu'on ne pensait pas que j'irais en dedans. Vous étiez convaincu que ça allait être à domicile? Ouais. Ça doit être une autre claque solide. Une claque. Surtout quand t'entends 10 mois et demi, je veux dire, t'as jamais fait de prison en disant que peut-être tu vas faire le 1/6e. T'as aucun de ces concepts-là. Puis même le 1/3, c'est 3-4 mois. Là. C'est énorme dans une vie quand même, je veux dire. Puis ma relation était toute neuve à ce moment-là. Fait que pour dire que, est-ce que j'ai fait de la réflexion là-bas? Oui, j'ai juste eu ça à faire. Mais ma réflexion était, qu'est-ce que je vais faire encore de plus en sortant pour continuer à rester sur cette bonne voie-là? Parce que j'étais déjà sur une bonne voie. Puis j'avais déjà fait tous les changements autour de moi pour être prêt à cette sortie-là parce qu'on ne pensait même pas qu'il y aurait une entrée en prison. Fait que, très difficile, très dur sur le couple, très dur sur la famille, sur la vision que ma famille a eue de moi au final. Ils ont été super... comment tu dis ça? Il y a eu beaucoup de support pour moi à travers tout ça. Mais ton couple a survécu. Ton couple a survécu à ça, ça en dit long aussi. C'est pas pour rien que c'est encore ta femme aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, la majorité des gens, surtout dans la consommation rapide là, des sites de rencontres, ça marche plus, on abandonne au premier obstacle. Tu sais, quand tu parles de ton couple, les fondations sont solides, ça a été prouvé de façon assez concrète. Là, tu sais, pendant 10 mois et demi, l'autre bord d'une... Ma femme, là, je l'ai rencontrée en juillet. On a commencé à dater en juillet. En octobre, elle venait habiter chez nous. En mars, je rentrais en dedans. Fait qu'en moins d'1 an ensemble, je rentrais en dedans. Quand je suis revenu, je pense que je l'ai fiancée le mois d'octobre d'après. Tu comprends? Tu savais déjà que ça tienne. C'est sûr. Puis en ce moment, je veux dire, est-ce que ça fait que notre couple est plus solide? Oui, je pense que oui. Puis je lui en dois
énormément à Ouais. ma femme, puis j'ai un énorme respect pour ce qu'elle fait. Puis ça me donne un concept de la vie aussi, puis je le répète souvent, j'essaie de voir toutes mes relations comme des balances un peu, Ouais. où est-ce que si à un moment donné, je vois trop de négatif dans une situation, une relation, Ouais. ça se peut que la relation n'en vaille pas la peine. Ouais. Mais quand tu es capable de tous les jours te dire à quel point il y a plus de positif que de négatif, Ouais. le monde qui se laisse parce qu'il y a une petite affaire ou quoi, puis que tu n'essayes pas probablement de réparer Ouais. la situation. Ma femme, pour le peu de conflits qu'on a ensemble, 99% de ma relation est magnifique. Est-ce qu'il y a un 1% qui est rough des fois, comme n'importe C'est qui? normal, ben oui. Mais quand tu es capable de penser à ça, la fameuse phrase l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin, là, c'est exactement ça. Là. Fait que tu passes à travers les challenges comme elle a voulu faire avec moi. Y a-tu eu de l'inquiétude pendant ton incarcération à ce niveau-là, ou bien était tout le temps, tu savais qu'elle était là, qu'elle allait t'attendre, ou y a-tu un moment plus rough ou tu as eu quand même une période difficile à se dire, ça a-tu chambranlé, puis vu que c'était frais au départ? Ou... Ça n'a pas vraiment chamboulé quoi que ce soit, dans le sens où je veux dire, nos fondations étaient solides déjà, Ok, même si ouais, c'était très court. C'est sûr que de juste se parler au téléphone, puis de se voir une fois par semaine, de même pas pouvoir se toucher, je veux dire, ça l'amène son lot de difficultés, c'est à chaque sûr. fois que vous vous quittez, ça devait être difficile. Vraiment. C'est- Puis j'étais à Sherbrooke. Donc, elle ok. devait faire 2 heures pour venir me voir une fois par semaine pendant 30 minutes ou whatever. Fait que c'est très difficile sur le couple, mais je pense qu'on avait tellement la vision fermée sur on va te sortir au 1/6e, puis on va tout faire. Puis comme là-bas, je m'impliquais dans la prison. Tu sais, je ne veux pas dire que j'étais un licheux de cul, là, Non, mais mais tu comprends ce que je veux dire? Là, tu comme mettais les chances là-bas, de ton bord. Là. j'ai tout fait ce que je pouvais Ouais. pour que tout le monde comprenne, autant les gardiens que la psychologue, que tout le monde, que le board. Le mot se passe. Il n'y a pas d'affaire. Samuel, là, il lui. n'est pas à la bonne place. Ouais. T'as pris la mauvaise place, mauvais moment, leçon de vie. Tout le monde l'avait catché. Là, on passe au prochain. Ben, c'est correct. Je veux dire, il y a du monde, comme tu dis, qui vont répéter. Ils vont tout le temps répéter le même pattern sans se rendre compte de c'est quoi qu'il faut qu'ils corrigent. Toi, tu avais quasiment fait le travail avant même de partir. Exact. Fait que après ça laisse place à tout ton potentiel. Ouais. T'as-tu refait du fitness en sortant ou c'était déjà terminé la Non, la fait que passe c'est fitness? vraiment, même que ça a été pour les 7 années qui ont suivi, ces 7 années qui ont suivi ma sortie. Ouais. C'est cheers. Cheers, man. Va te suivre avec ça aussi. Vas-y. Techniquement, j'avais lancé cheers, man. J'avais lancé ma compagnie de fitness qui s'appelait Projet Physique à ce moment-là, qui était vraiment comme une plateforme en ligne pour coacher les gens Ouais. à distance. J'avais pas encore de gym, rien à ce moment-là. Puis la réalité, c'est que c'est vraiment, aussitôt que je suis sorti, c'était ça ma job, c'était ça ma compagnie. Fait que je me suis vraiment mis à 300% là-dedans pendant des années. J'ai grossi la compagnie à plusieurs centaines de milliers par année. On a ouvert des gyms, on a engagé des coachs. Comme ça a été ça mon dada à tous les jours pendant des années qui ont suivi. Puis j'étais vraiment passionné par ce milieu-là. Tu sais, avant l'incarcération, j'avais fait de la compétition, j'avais fait des trucs. Après, c'était vraiment le côté entrepreneurial. Je me suis retrouvé vraiment good. Je suis un gars de business. J'aime ça monter des projets. C'est quoi ma niche que j'aime? C'est le fitness. Fait que je me suis mis vraiment là-dedans le plus que je pouvais. Puis au final, ben, tout ce qui était illégal, qu'est-ce qui était substance, qui était ça a été complètement mis de côté. Puis pendant des années, j'ai juste monté une belle compagnie. Et techniquement, là, c'est la 2e année que j'ai fermé, dans le fond, que j'ai vendu, puis que je suis passé à autre chose par manque de passion, je pense, à un moment donné aussi. Mais tu voulais relever des nouveaux défis, peut-être. Ouais, c'est une bonne... Ben, c'est bon, tu sais, comme type de business, quand tu excelles dans le training, dans le fitness, tu as l'aspect discipline est déjà, tu l'as, là, tu sais, dans toi, c'est ancré comme il faut. Fait que tu as déjà développé ça, là, tu vas chercher le top de ta shape, après ça, peut-être que tu veux utiliser toute cette éthique de travail-là pour bâtir quelque chose d'autre. Ouais. Justement, quand ça t'allume plus, il faut trouver le prochain, trouver le prochain projet parce que tu commences à rentrer du reculon, même que ce soit ta business ou ta job, personne ne devrait s'infliger ça. Ben, c'est ce que les gens ne voient pas souvent. Je veux dire, quand tu as un emploi quotidien, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur travail, puis je trouve ça plate pour eux autres, mais je comprends aussi, comme plus tu vieillis, j'ai des enfants maintenant, il y a une stabilité que tu veux pour les gens autour de toi et pour toi, avec une peur de quitter quelque chose que tu ne connais pas, d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas, en fait. Quand tu as une business, c'est la même chose au final. Là. À tous les jours, c'était un train-train qui se répétait. Puis de moins en moins, j'étais passionné. Je me sentais justement aller de reculons, les meetings. Je me rendais compte que je suis quelqu'un dans ma vie qui a plusieurs phases. J'ai eu ma phase de party, j'ai eu ma phase comme ça de gros gym. Après, j'ai eu ma phase de business qui était comme... J'étais un gars qui aime créer des choses. J'aime apporter de la valeur, j'aime créer du contenu, j'aime créer des choses. Mais à un moment donné, ma passion vient à fluctuer un peu. Puis là, j'étais comme, OK, si de plus en plus, je deviens
la pomme pourrie de mon entreprise ou est-ce que c'est moi qui fais marcher les choses de reculons puis que peut-être même que je nuis à la croissance? À un moment donné, il faut faire quelque chose puis c'est moi qui va s'éteindre puis si je m'éteins, la compagnie va s'éteindre aussi. As-tu tenté des trucs qui n'ont pas fonctionné avant, mettons, d'arriver avec Mindblow? As-tu des trucs que tu as essayé, que ça n'a pas fonctionné? Comme je te disais, à la base, on était juste en ligne. OK. Après ça, on a ouvert un gym en pleine COVID. Ouais. J'ai ouvert le gym, je pense que la COVID a pété la semaine d'après. Là. OK. On a fait tout ce qu'on pouvait pour faire fonctionner ça pendant ce temps-là. C'était un beau gym privé. On a monté ça vraiment, vraiment, vraiment super. Ouais. Puis honnêtement, on faisait du très, très, très bon chiffre d'affaires pour être juste une compagnie de fitness. Je pense que la majorité des coachs rêvaient d'avoir un modèle comme le nôtre. Ouais. Moi, de plus en plus, on dirait que je commençais à me sentir un peu imposteur. Dans une industrie comme ça où tu t'occupes de la santé des gens, c'est le genre d'industrie où tu dois tout le temps t'éduquer. Une nouvelle formation, OK, il y a une nouvelle étude qui est sortie. Il faut tout le temps que tu sois là-dedans. Ouais. Exact. Moi, ça ne me tentait plus de faire ça. Okay. Moi, je voulais me développer en tant qu'homme d'affaires. Ouais. Fait que je voulais développer la business, puis engager plus, puis ouvrir d'autres gyms. Puis... Fait que de plus en plus, je me sentais comme si je laissais le spotlight à mes employés, à mes coachs. Puis moi, je me tassais de ça. Sauf que c'est là que de plus en plus, je me suis vu comme étant peut-être plus la bonne personne pour gérer ça tous les jours. Quelques pertes d'employés aussi, ils ont allé travailler à leur compte, etc. À un moment donné, je me suis dit, OK, là, j'étais à un moment que je dois prendre la décision. Est-ce que je relance ce projet-là? Donc, je me remets à 200 %, je réengage, je reforme des gens. Ou est-ce que là, c'est peut-être le moment de tirer à la plug puis de laisser peut-être la chance au coureur à quelqu'un d'autre de reprendre ce bébé-là, de l'élever à d'autres niveaux s'il le souhaite. Vendre ton concept, exactement. Okay. Vendre l'entreprise au complet, vendre le gym, vendre l'équipement, vendre les clients, tout. Malheureusement, c'était dans un moment comme un peu post-COVID que ça commençait à être plus difficile, l'industrie des gyms, etc. La personne l'a acheté avec une balance de vente. Fait qu'il peut me payer comme par mois pour avoir le concept, etc. Puis après 6 mois, la personne a fait faillite. Fait qu'au final, on a juste tué le projet. OK, fait que, attends, techniquement, parce que juste pour comprendre exactement le processus, toi, tu fais cette vente-là, puis le fait que la personne fasse faillite pendant l'entente que vous avez prise, ça fait que toi, tu arrêtes d'être payé dans le processus. Là. Dans le fond, c'est comme si tu vends, mettons comme moi, je vendais tous mes clients, le gym, etc. Okay, moi, ma garantie, c'est l'équipement m'appartient encore jusqu'à que tu aies fini de me payer. Fait que voici le montant qu'on stipule ensemble, tu as un montant en signature, puis le reste, je te le finance sur 2 ans. Donc, lui, il me paye par mois. Puis après ça, quand il a fini son 2 ans, parfait, félicitations, c'est 100% à toi. Moi, j'ai plus rien à mettre là. Après 6 mois, cette personne-là a fait faillite personnelle. OK, fait que quand tu as accepté cette entente-là, tu as accepté ce risque-là par la bande. Okay. Exact. C'est exact. Oh, donc là, la personne a fait faillite, a juste quitté. L'équipement est revenu entre mes mains. Mais moi, je ne veux pas reprendre le bail de cette place-là. Je ne veux pas revenir dans le gym. Je ne veux plus de la compagnie. Tu avais fait un X là-dessus, tu avais passé à autre chose, hein? Fait que j'ai juste vendu l'équipement à perte. J'ai vendu comme l'équipement qui vaut 100 000 pour 10 000 à quelqu'un qui est venu tout ramasser dans un camion une journée. La personne s'est organisée. Le gars, il a pogné le jackpot. Ah, il a pogné le jackpot, c'est sûr. C'est en espérant qu'il ait bien. Après ça, c'est ses affaires. Moi, c'était vraiment, encore une fois, une phase où est-ce que des fois, en affaires comme ça, je pense qu'il y a des décisions qui sont plus crève-cœur que d'autres. Là, c'était le moment où je commençais à lancer Mindblow on the side comme étant un petit projet on the side. Puis là, c'était comme, OK, est-ce que je fais le saut à 100% ou est-ce que je continue à jongler avec les deux, à être dilué puis à peut-être pas être 100% heureux dans mon quotidien? J'ai décidé de le faire. J'ai perdu de l'argent avec ce projet-là. Tant pis, on va essayer d'en refaire ailleurs avec. Non, mais c'est clair. Mais c'est là que tu vois la force de caractère d'un entrepreneur. Puis tu t'étais toi-même identifié comme un entrepreneur. Puis regarde, tu as eu les défis à relever pour te prouver que tu en étais un vrai. Là, parce que ça peut être démoralisant, ce genre c'est pas un échec, ce genre d'obstacle-là, je veux dire. Fait que, on parle de. Tu connais la valeur réelle de ce que tu as vendu à perte à 10 000 $. Tu sais que tu aurais pu. Qu'est-ce que tu aurais fait avec 100 000 Tu aurais eu 10 fois plus de potentiel qu'avec 10. C'est juste logique, mais c'est un risque que tu as pris. Ça n'a pas été un bon coup pour toi. Puis après ça, tu te relèves les manches. Pareil, bon, c'est quoi? What's next? Ça, c'est ça la vraie force de caractère. Puis Mindblow, en tant que tel, tu sais, là, je connais, moi, j'ai rencontré toi, j'ai rencontré les gars de Spark, On-Off récemment. Tu sais, fait que je connais le milieu un petit peu en vous jasant. Puis c'est pas une industrie qui est quand même simple, tu sais, de trouver vos recettes, aussi, faire des tests. Comment tu jongles avec ça, toi? Comment tu deals avec tout ça? C'est beaucoup d'apprentissage. Puis c'est vraiment comme un gros saut que j'ai fait où est-ce que, tu sais, avant, je te dirais que je m'attachais à des concepts. Tu sais, des fois en affaires, tu dis, il n'y a pas d'émotion. Puis je suis comme, moi, je suis bullshit. Là, comme, je suis un gars d'émotion dans la vie. J'ai aucun stress à brailler. Puis je suis un émotif, puis il n'y a aucun stress avec ça. Et je m'attachais beaucoup à des concepts, mettons, au nom de ma compagnie, à
Tu sais, je passe encore devant où est-ce que le local était de mon gym, puis à toutes les fois, tu sais, je regarde, même si c'est plus là, techniquement. Puis tu sais, et je m'attache aux choses beaucoup. Puis quand j'ai lancé Mindblow, c'était vraiment à l'aveuglette. C'était vraiment comme une petite passion de petit gars de OK, je vais avoir une compagnie de boissons énergisantes. Puis à base, ça devait pas être ça. À base, c'est un supplément Mindblow qu'on a lancé en 2021. Puis c'était à travers une petite ligne de suppléments qu'on avait pour le gym, qu'on vendait à nos clients parce qu'on en recommandait déjà. Fait que tant qu'à les envoyer dans une boutique, je pouvais les vendre dans mon gym. Puis Mindblow était un produit que moi, j'ai créé pour moi, pour travailler plus, pour être plus performant, pour être plus réveillé. Puis la boisson est venue à travers des contacts, des investisseurs, des gens qui voulaient lancer ce concept-là. On va transformer la formule en poudre, techniquement en supplément, en version canette. Fait que c'est un peu arrivé dans ma cour comme out of nowhere, avec des gens, avec du capital, puis on lance ça, puis let's go. Puis là, c'est là que la game d'apprentissage a commencé vraiment à 200% parce que tu te ramasses... Vraiment, moi, je viens d'une entreprise de service. Moi, je vendais mon temps pour de l'argent. Là, j'achète des quantités astronomiques de stock. Comme tu l'as dit, j'ai la recette à faire, j'ai les saveurs à faire, j'ai l'aluminium, j'ai les productions à faire, après j'ai l'entreposage, après ça, il faut qu'on vende. Parce que tout ça, avant, j'ai payé, mais j'ai pas encore vendu quoi que ce soit. Puis là, tu rentres dans la grosse game des Red Bull, des Celsius, des gourous. Puis de... Fait que je pense que je me suis un peu lancé là-dedans sans savoir dans quoi je m'embarquais, que c'était plus comme... Je suivais des gars aux États-Unis qui avaient leur compagnie de boissons énergisantes. J'étais comme, c'est passionnant de les voir aller. Puis j'étais un gars de défi, fait que let's go. Est-ce que, mettons, là, on est rendu comme 2 ans depuis qu'on a lancé ça? On est sa 2e année. Est-ce que je recommencerais? Tu me dirais, demain, on recommence, tu fais-tu? Je le sais pas. Ça a été un roller coaster, honnêtement, assez intense. Puis rendu où t'es là, ça vaut la peine de continuer de bûcher, mais à recommencer à zéro, tu y penserais 2 fois. Je pense que je m'aurais posé la question si je veux vraiment me lancer dans ce secteur-là. As-tu des partners? Oui, j'ai des partners. Je vais les appeler plus silencieux. Moi, je suis plus le visage de la compagnie qui travaille on a day-to-day. C'est un beau projet créatif, c'est un projet coloré, c'est un projet qu'on se démarque des autres de par la qualité de la formule qu'on a, mais aussi de par l'espèce de marketing un peu funky, un peu, comme j'ai dit tantôt, création de contenu. Ça, tu peux créer avec ça. Ça te donne une infinité de possibilités de le faire. C'est ça qui est nice. Fait que ça répond à ton côté créatif que tu aimes appliquer dans ton day-to-day aussi. Fait exact. Bon, là, ce qui est dur, c'est de se démarquer. On le sait qu'on a la formule pour ça, on sait qu'on a le look, on le sait qu'on a tout ça. Là, c'est quand même le consommateur qui est roi. Donc, c'est lui qui doit y goûter, qui doit aimer, qui doit apprécier. Puis ça, on n'a pas de problème avec ça. Le plus difficile, c'est percer les marchés. Parce que là, avoir des nouveaux points de vente, tu veux dire? Exactement. Parce que tu peux passer ta journée à aller cogner à des portes à gauche, à droite, puis oui, tu vas en avoir, mais encore là, comme des grandes bannières de ce monde, des IGA, des couche-tard et compagnie, comme tu dois vendre ton âme pour rentrer là. Puis des fois, c'est même pas parce qu'ils te veulent pas nécessairement, tu peux avoir de l'attraction. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Parce que Red Bull ont acheté la tablette au complet, parce que Guru ont fait de la même affaire, parce qu'ils ont toutes les places. Avec eux. Tu compétitionnes avec des gens qui ont des poches infinies, puis toi, tu es une PME, puis tu veux te démarquer. Puis oui, certains laissent la chance au Made in Québec. D'autres sont juste là pour leur argent, puis je peux pas rien faire d'autre que les comprendre. Tu cibles les PME, principalement, j'imagine, vu qu'ils sont plus accessibles. Les plus petites non, tu t'attaques aux Giants, pareil. Ce qui est dur de tout ça, c'est le marketing. Tu te dis, c'est bien beau de dire oui, on collabore avec énormément de petits commerçants, de petites boutiques, de petits dépanneurs, mais encore une fois, c'est difficile avec l'investissement qu'on est capable de faire, de dire, OK, je vais avoir un dépanneur là, un là-bas, puis de dire, mettons, sur les réseaux ou même en marketing, dire, hey guys, on est là, puis là. Versus, hey guys, on est chez IGA. Hey guys, on est chez Couche-Tard. De dire juste, peu importe si vous sortez en char, vous allez croiser sûr à 100% un point de vente qu'on est dedans parce que c'est une bannière qui est dans chacune des villes du Québec. Versus, j'ai un petit dépanneur Tipol à Bécomo. Il va y avoir des consommateurs, mais de pouvoir pousser le marketing à travers ça, c'est difficile. Fait qu'il faut être créatif, il faut être différent, il faut embrace le côté des réseaux sociaux aujourd'hui, que moi, je suis à 2000% là-dedans. Ben oui, t'aimes ça, puis ça paraît, t'en fais pas mal. Ouais. Tu t'es pas fait gosser pour le nom? Le nom Mindblow? Personne... Les compagnies au Québec, là, tant que ta compagnie est enregistrée sur un nom québécois, là, le reste, par la suite, là, c'est ton trademark. C'est comment toi, tu l'as fait. Fait que je veux dire, non, pas du tout. On s'est pas fait écœurer, pas en tout. Mais encore là, Santé Canada, gouvernement, compagnie, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont nous faire une belle petite surprise. On a eu un rappel en 2023. On n'est jamais sûr à 100% que demain, on ne va pas tomber sur un article
qu'il y a un nouvel ingrédient qui finalement il est rendu interdit. C'est vrai, t'en as parlé, ça, online, hein, de ton rappel. Ça a été comment comme défi? Comment t'as... Plus grosse affaire de ma vie, niveau business. La crise de la merde, excusez mon langage. Explique-le donc, un petit peu, voir comment ça se passe quand ça arrive. Techniquement, nous, quand on a lancé la version en supplément, les suppléments sont vraiment régulés au Canada par Santé Canada. Fait qu'il te faut un numéro d'identification de Santé Canada qui s'appelle un NPN. Nous, ça a pris 1 an d'approbation parce que c'est un supplément qui est dans une catégorie plus complexe un peu. Mais quand tu l'as, t'es blindé. Fait que ta formule est approuvée, puis là, tu peux vendre. Nous, 2 ans après, c'est là qu'on a voulu lancer ça. Notre consultant qui s'occupait de nos NPN dans Santé Canada nous a dit, ben, t'as déjà ton NPN, tu peux lancer ta version en canette. Puis... Mais c'est pas du tout le même département. Puis ça, nous, on ne le savait pas, on y a fait confiance. On a supplément, on a aliment, puis nous, on est aliments supplémentés, qui est entre les deux. Donc, on a lancé notre version comme ça, comme étant un supplément. Ça l'allumait sur un méchant temps. Les gens capotaient. 500 points de vente. Notre distributeur était comme, mon Dieu, on fait tellement de ventes, ça va tellement bien. 500 points de vente? Ouais, puis en dedans de même pas 6 mois, là, comme ça allait vraiment bien rapidement. Là. Puis là, tout d'un coup, bam, on reçoit un courriel de Santé Canada, probablement une plainte d'un compétiteur ou autre. On va rappeler votre produit. X, Y, Z ingrédients sont illégaux, dangereux pour la santé, peuvent causer la mort. Comme ils nous ont fait un article là, de comme... C'est Tchernobyl, notre affaire. C'est fou. Mais notre supplément est approuvé, puis ça, il n'y a aucun stress, puis sécuritaire, puis tout est good. Fait que c'est paradoxal. Je dirais encore plus, c'est cave. C'est quoi le procédé quand ça arrive? Mettons, tu le rappelles, tous tes points de vente, tu sors de partout? Fait qu'il y a plein de sortes de rappels. Ouais. Nous, c'est un rappel de classe 1, fait que c'est comme le plus gros. Là. C'est comme ne pas consommer, détruire, nanana. Fait que faut tout... Puis eux autres, ils t'aident pas. Là. Eux autres, ils t'infligent ça. Fait que c'est... Tu communiques avec tes points de vente, tu leur dis qu'ils doivent détruire ou te les ramener, tu dois détruire tout ce qui te reste en entrepôt, sous supervision d'une personne de Santé Canada. Fait que tout ça a été fait pendant quelques semaines. Tous nos points de vente, on les a perdus. Tout notre investissement de canettes, on les a perdus. On a tout détruire au complet. Fait que d'un coup, tu te ramasses à case A. Là. Tu recommences au début. Puis en plus, tu as perdu la confiance de tes commerçants. Tu as peut-être perdu la confiance de tes clients. Sur les 500, tu n'as pas les 500 garantis. Là, c'est pas ce qui est arrivé du tout. C'est ça. Pas ce qui est arrivé du tout. Au contraire, on est encore sur l'aftermath d'expliquer qu'on a fait une nouvelle version puis qu'on est 100% légal maintenant. Est-ce que c'est cohérent de la part de Santé Canada? Non. Est-ce que Santé Canada a fait un article qui nous a complètement endommagé sur Internet? Oui. Tu sais, encore, tu cherches Mindblow, tu peux encore trouver l'article. Puis même si maintenant on est correct, ils vont jamais l'enlever, cet article-là. Mais non. Fait qu'on a encore des gens, des fois, qui disent « Hey, j'ai vu tel article, puis là, il faut le justifier. » Fait que c'est juste fou à quel point, encore une fois, le gouvernement vont jamais être de ton côté. Ils vont faire des choses comme ça, puis c'est comme, tu t'arranges avec tes problèmes. Puis, tu sais, ça pourrait être juste un edit, puis now resolve, ou juste une affaire comme, ils ont fait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Non, ça va rester là. Pour te nuire, tant et aussi longtemps. À un moment donné, les gens vont tourner potentiellement la page, mais là, ça fait quand même mal. Puis, crime, c'est un beau message de résilience, par exemple, parce qu'encore une fois, comme tu as l'affaire du GM, mettons 100 000, 10 000, ça, tu te lances, tout va bien très rapidement, boum, claque dans la face, tu repars à zéro quasiment. On a perdu des centaines de milliers. Là. Ouais, c'est ça, c'est ridicule. Là, en date d'aujourd'hui, comment ça s'en sort? Ça va très bien. Ça va très bien, oui. En ce moment, la compagnie, je veux dire, on a lancé beaucoup de nouvelles saveurs. On a lancé celle-là qui est la sans caféine. On a lancé d'autres versions. Merci beaucoup. On a lancé d'autres versions du supplément. On a lancé des variety packs. On a vraiment continué à évoluer la brand dans le bon sens. On a continué à gâter nos clients qui sont vraiment comme des très, très bons clients qui commandent encore et encore et encore. Fait que moi, je suis un gars qui vient du e-commerce, qui vient dans la ligne. Fait que je me suis vraiment... J'ai double down là-dessus beaucoup. Fait qu'on est une grosse compagnie qui vend beaucoup en ligne. Là, maintenant, cette année, c'est beaucoup le focus sur la distribution. Fait que c'est justement rentré chez Métro, IGA, Dépanneurs et compagnie. Fait qu'on travaille très, très fort là-dessus. Tous les jours, c'est challengeant. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a des succès aussi. Puis j'essaie de vlogger, documenter ça au maximum pour l'utiliser comme marketing parce que c'est ça en 2026, c'est la transparence. Puis moi, je ne vis que de la transparence et de l'authenticité. Le plus que je peux être out there, le mieux. Fait qu'on est sur une belle lancée. Puis là, on est juste en février 2026. Puis je m'attends à des grosses choses cette année. That's it. Puis ça m'amène 2 questions que je ne vais pas oublier. Un, je t'ai vu faire un genre de partenariat avec Nordic Spa. Tu fais-tu un peu, toi qui connais e-commerce, du UGC qu'on appelle? Ou on peut dire comme ce genre-là? Parce que je suis intrigué d'en savoir plus là-dessus. Quand je t'ai vu faire, je venais juste de checker une couple d'informations parce que ça m'intéressait de peut-être utiliser mon contenu pour faire ça sur le site. Puis
par pur hasard, je l'ai vu ton truc avec le bain de glace. Le bain de glace. Je me suis dit, ça ressemblait à ce genre de pub-là. Ouais. Fait que j'étais curieux de te poser la question aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est quelque chose que tu fais? Puis, La vraie différence, là, j'ai dit tantôt, je suis un créateur de contenu, puis j'ai aucune gêne à ça. Je veux dire, là, des années, vous m'auriez appelé un influenceur, je me vois pas comme ça du tout, mais je suis un gars qui a de l'influence, que j'ai de la visibilité, que j'ai une aisance devant la caméra aussi. Fait que pourquoi pas le faire pour d'autres brands québécoises que je respecte puis que j'aime. Puis en plus, si je suis rémunéré, tant mieux aussi. Fait que oui, j'en fais énormément. La différence, pourquoi c'est pas du UGC, ça s'appelle qu'est-ce que je fais, c'est que du UGC, vraiment n'importe qui peut en faire, c'est pas une question de visibilité, c'est des gens qui vont faire du contenu pour ta brand, pour la mettre de l'avant, plutôt visé comme marketing. Fait que si, par exemple, le bain de glace, je leur fais une belle vidéo un peu dans le genre que j'ai faite, mais que je leur donne à eux pour la publier sur leur réseau, pour leur pub, leur truc, ça, c'est du UGC. Parce que mon but, c'est pas de moi leur donner de la visibilité à travers ma visibilité. C'est de leur faire du contenu, du user-generated content pour eux autres. Moi, je suis vraiment rémunéré, payé, des cadeaux, des affaires, parce que j'ai de la visibilité. Donc, je leur fais des vidéos sur mes plateformes en échange de ce côté-là. Je dis pas que j'ai pas déjà fait des pubs pour des compagnies ou des trucs, mais techniquement, en général, je suis plus un créateur de contenu qu'un créateur UGC comme moi. Mais UGC, t'en as jamais fait en tant que tel? Je l'ai fait quelques-uns, comme par exemple dernièrement pour une compagnie qui fait des compétitions à SodaStream. Indigo, c'est une belle compagnie québécoise. J'ai fait une vidéo pour une publicité pour eux. Fait que c'est un peu différent un UGC versus un autre sorte de vidéo où est-ce que je peux vraiment, comme la vidéo que tu as vue, être juste moi-même en train d'utiliser le produit. Le UGC est très pub. Quelle plateforme, mettons, quelqu'un veut commencer à créer ça? Je pose la question pour ma sœur parce qu'elle s'intéresse à ça. Tu connais-tu une plateforme au Québec que quelqu'un qui ça l'intéresse pourrait aller... J'ai la plateforme de Fred Rioux, que j'ai malheureusement perdu le nom présentement. Qui, eux, c'est vraiment une agence UGC qui te connecte avec des compagnies, qui te font, tu sais, puis ils t'éduquent aussi vraiment très, très fort. Il y a tout ce qui est derrière le Gala Influence Création aussi qui t'aide beaucoup à t'orienter vers différentes choses. Sinon, mais c'est vraiment comme à travers TikTok, Instagram, que les gens, mutuellement, niveau UGC, ce qu'ils font vraiment, c'est qu'ils se créent un compte, puis dans ton username, il va être écrit comme UGC Creator, quelque chose du genre. Puis les compagnies qui cherchent ce genre de création-là le font. Comme moi, j'ai mon équipe de ads qui travaille temps plein à trouver des gens comme ça qui veulent faire des pubs pour Mindblow, pour nous aider dans nos investissements publicitaires aussi. C'est pas des vidéos que je recherche pour mettre sur ma plateforme de tous les jours ou sur leur plateforme. C'est vraiment, je veux des reviews un petit peu à mettre en publicité par la suite. Fait que ça, c'est vraiment du UGC. Fait que c'est un petit peu la façon que les gens opèrent. OK. C'est quoi ton avis sur le... Tu suis-tu un peu Gary Vaynerchuk? Lui, il pense que, mettons, le live shopping, mettons, en 2026, ça va exploser. Puis toi qui es dans la création de contenu, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu penses quoi? On le fait depuis l'an passé. Fait que depuis Q4, Q3, Q4, l'année passée, on fait du live shopping sur TikTok. Très, très cool. Très le cool. concept, c'est que tu vends des boîtes tes boîtes on vend tout. PC, On vend tout. La difficulté versus nous, versus les États-Unis, c'est qu'eux autres, ils ont accès, mettons, à TikTok Shopping, que tu peux, dans l'application TikTok, swipe up puis acheter directement là. Nous, il faut qu'on sorte les personnes de TikTok pour aller sur notre site. Fait en live, ton but, c'est de divertir les gens, de faire des jeux, de faire des rabais, de faire des cadeaux, de faire des trucs. Fait que les gens vont acheter sur ton site avec un code promo spécial pour le live. Quand tu vois la commande, tu peux l'emballer en live. Puis là, des fois, on a un jeu qu'on fait tourner une roue puis ils gagnent des cadeaux. Des fois, on joue à différents types de jeux. Le but, vraiment, c'est comme du live shopping, comme on voyait à la télé, des infomercials. C'est un petit peu ça. Mais ton but, c'est vraiment juste de te bâtir une communauté de gens qui viennent regarder tes lives, puis de les faire acheter, puis de leur faire comprendre que c'est le meilleur moment pour acheter techniquement, parce que c'est là qu'ils vont avoir un petit peu plus pour leur argent. C'est comme si tu rendu des streamers. C'est vraiment vrai, comme tu divertis les gens à les faire acheter. Des fois, on est en live streaming juste pour emballer des commandes. On a 50 commandes emballées. Fait qu'on les emballe. Puis pendant qu'on fait ça, ben, les gens qui veulent commander, ben là, leur commande tombe au haut de la pile. Puis là, c'est eux qu'on emballe en live. Fait que je suis très, très, très croyant de ce mode d'affaires-là. De plus en plus de compagnies le font. Oui, je pense qu'il va y avoir de la place. Je te dis ça parce que moi, avec Néographics, on fait tout ce qui est le trage véhicule, mettons linge corporatif. Puis j'ai eu une idée récemment, puis je pensais à faire ça. Je me suis dit, nous, on a un local de production avec une imprimante qui roule en arrière. Puis je me suis dit, on pourrait utiliser ça pour faire des live shopping. Genre, moi, je pensais à des cadres décoratifs en aluminium avec des designs que tu peux générer. Mettons, avec ChatGPT, à ça, tu peux générer des images de haute qualité,
faire du linge avec des designs tout préfaits, vendre des hoodies, des t-shirts puis de la décoration en live en bâtissant une communauté. Je me suis dit, tout le monde devrait faire ça quand tu as les outils ou le local pour. J'étais curieux d'avoir ton avis vu que tu es là-dedans, mais tu dis que tu en fais déjà. Fait que, moi, ça répond un peu à ma question. C'est quelque chose que je veux exploiter, je pense, en 2026. Là, ce qui est cool, vraiment, là, autant qu'est-ce que tu fais avec ton podcast, qu'est-ce qu'on fait avec les vidéos, puis de... Tu sais, le vidéo, c'est la meilleure façon de montrer t'es qui au final. Puis les gens en 2026 veulent beaucoup voir les envers de la compagnie, puis des trucs. Puis on est tellement occupés, puis on est tellement comme dopamine-driven avec tellement de différentes vidéos que les personnes qui viennent dans ton live ou qui écoutent tes vidéos ou autre, c'est juste que le live, c'est un moment pour te parler en live. Oui, c'est intime. C'est intime. Ils ont accès à l'image. Ils te voient tout dans tes vidéos, mais là, ils ont accès à toi. Ils posent des questions dans le chat. Tu vas leur répondre. Hey, j'ai parlé avec Samuel de Mindblow. Mettons, je comprends ce que tu veux dire. Un genre de sentiment d'appartenance au 100%. Brand. Des fois, il y a la fidélisation client, dans le fond. Des fois, il y a 10 personnes dans le live. Puis sur 10, il y en a peut-être 5 qui vont acheter. C'est un taux de conversion de malade mental. T'as pas besoin d'avoir 1000 personnes qui regardent pour regarder. J'aimerais ça. Parce que tu dis, si j'ai 1000 personnes, combien je vais en convertir? Là, c'est les challenges de comment tu grossis ta communauté live et compagnie. Mais c'est fou à quel point on fait des très belles ventes. Puis quand tu penses qu'on est en live des fois 1 heure, puis qu'on peut faire des 1000 piastres de vente à ce moment-là, t'es comme, OK, c'est excessivement rentable de mettre ce temps-là. TikTok, t'es live ou? Ouais. TikTok, 100% TikTok pour moi de mon côté. J'ai pas testé nécessairement Instagram. Est-ce que ce serait à faire? Pour moi, Instagram... As-tu testé Facebook déjà? Non. Non, tu vois, moi, j'ai testé des lives TikTok au début de Néographics avec d'autres projets, puis je trouve qu'il y avait comme moins de sérieux. Là, j'ai la même idée, mais j'ai goût d'essayer Facebook Live. Je regarde les encans. Tu vois-tu des encans qui fonctionnent? Non, j'ai pas. Il y a des gros hype sur les encans sur Facebook en ce moment, puis ça fonctionne. J'ai un collègue dans mon équipe de hockey qui a sa propre encan. MJ Liquidation, shout out. Puis, tu sais, je veux dire, ils font des beaux chiffres d'affaires chaque soir, 2 fois semaine, je pense. Puis, il y a un engouement là-dedans. C'est très populaire. Même ma blonde, c'est une dépenseuse de soir dans des encans. Même, je me dis, crime, il y a de la place pour ça. Le soir, tu te plugues de 6h30 à 10h. Il y a du monde dans leur salon qui est... Si tu as quelque chose, un décor captivant, tu interagis avec ta communauté, il y a de l'argent à faire de chez vous, aussi de ton local. Tu peux tout vendre en live. Puis les gens ne comprennent pas à quel point, comme j'ai des amis qui ont des compagnies qui passent des journées complètes pratiquement en live. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Puis oui, c'est un peu bizarre au départ, mais si tu trouves ta ligne directrice, il y a vraiment quelque chose qui est excessivement rentable de le faire. Puis tu peux faire ce que tu fais déjà au quotidien, mais en même temps, le rendre encore plus rentable à ce moment-là. Comme si tu emballes des commandes, pourquoi tu les emballes pas en live, en jasant? Là, par contre, tu trouves des gens qui sont capables de jaser en faisant, tu sais, travailler et jaser en même temps. Non seulement c'est moins boring pour toi, mais c'est du contenu. Du contenu, ça convertit le monde. Exact. Mais c'est intéressant de voir. Fait que le live shopping, déjà appliqué chez MindBlow, tu vois, j'ai jamais vu parce que je pense que je vous ai pas sur TikTok. Moi, j'étais juste sur Facebook, mais souvent, je pogne tous les réseaux de tout le monde. Moi, je veux vous suivre partout. Moi, c'est bien important de mettre les gens sur le spotlight, donner le support. Puis la majorité des gens qui passent ici, par la suite, on dirait que naturellement, quand ils postent, on like puis commentaire à tout ce que je croise dans mon algorithme pour se supporter mutuellement. Puis ça, je pense que c'est le fun. C'est ça qui est... Il y a du monde, là, depuis l'épisode 6, mettons, je parle d'Éric Guérette qui est passé ici. Depuis qu'on s'est croisés, là, chaque post, je pense qu'on fait un puis l'autre, on se supporte. Puis c'est beau à voir parce que c'est tough, des fois, dans le monde de l'entrepreneurial, de faire sa place, peu importe ton domaine. Puis de supporter entre nous autres, c'est essentiel au lieu de se bâcher. Mais le relationnel, là, je pense que c'est tout. Puis je pense qu'à un moment donné, comme les gens ne comprennent pas à quel point, des fois, juste une relation, ça peut faire complètement la différence. Comme nous, avec les lives, une des choses qu'on a faites rapidement, c'est de collaborer avec d'autres compagnies québécoises pour récompenser nos clients. Des fois, c'est comme, tu veux-tu nous donner quelques produits ou des coupons rabais, des whatever, mais de dire, je vais te mettre de l'avant à travers les lives, à travers ma clientèle. Fait que, tu sais, on se supporte là-dedans pour s'aider. Mais comme tu l'as dit, c'est la même affaire. Des gens, même si c'est des compagnies, des fois, qui n'ont pas rapport, mais des fois, c'est juste de se mettre en relation puis de s'entraider. Puis je pense que ça, c'est une des choses que tu veux faire un switch demain pour comme... Autant si tu vas stratégiquement pour aider ta business, que autant si c'est juste pour être une bonne personne puis d'avoir comme un quotidien qui est le fun avec des gens qui sont drivés comme toi. Ton relationnel, d'être capable justement d'être quelqu'un d'open, de répondre à tes messages, d'être avec... Tu sais, c'est pas facile, là. C'est top. Plus tu grossis, plus c'est top. Imagine ouvrir ton inbox pour avoir 40 messages non lus. Là. Tu réponds à un, si tu relances une autre affaire, là, tu peux pas entamer 40 conversations. Fait que c'est beaucoup de gestion. Quand tu es rendu que tu as besoin d'adjointe pour les téléphones, pour les réseaux sociaux, ça donne juste... Tu n'as personne qui paye une adjointe
pour le fun. Pour le Ça fun, veut dire ça que va. tu as besoin de Je backup. confirme. C'est un bon problème, man, quand tu es rendu là. Pendant que j'ai la question en tête, je voulais que tu me donnes ta description de comment tu décris ça, toi, quand on parle de nootropique. Parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent là, récemment dans le monde des boissons énergisantes. Puis j'aimerais ça entendre ta version de comment tu décris ça. Fait que nos boissons, nos suppléments, ils contiennent des nootropiques. C'est pour ça qu'on se distingue des autres boissons. C'est des suppléments ou des plantes qui augmentent tes fonctions cognitives. Fait que si on y va le plus simplement possible, là, même la caféine, c'en est un techniquement, ça l'éveille ton esprit, ça donne un boost d'énergie. Il y a d'autres ingrédients qui peuvent aider pour le focus, qui peuvent aider pour l'humeur, qui peuvent aider pour la rétention d'informations. Puis quand tu les mixes de la bonne façon, quand tu en trouves qui sont symbiotiques ensemble, il y a une bonne symbiose, puis que tu les mélanges, ben, tu peux décupler les effets. Fait qu'il y en a qui vont aider à avoir l'énergie plus longtemps ou réduire les effets négatifs de la caféine. Il y en a qui vont aider pour le focus, il y en a qui vont aider pour l'humeur. Fait que tu les mets dans un blend comme ça, puis tu maximises les effets au maximum. Fait que nous, on a vraiment créé un blend qui fonctionne vraiment bien. La canette est vraiment cool. Le supplément, c'est une autre petite coche encore que comme quand je prends un scoop le matin, je n'ai pas de stress à dire que de 6 heures le matin à 2, 3, 4 heures d'après-midi, je suis dedans, je suis réveillé, je suis focus, je suis in the zone. Puis je ressens pas l'espèce de crash de juste avoir bu 400 mg de caféine. Puis là, comme, mon Dieu, je suis tombé sur le cul pour l'instant. Fait que c'est vraiment cool, les nootropiques. Faudrait que j'essaie ça. J'ai juste essayé vos canettes. J'ai jamais essayé autre chose. C'est compliqué de faire des essais-erreurs avec ça. Tu cherches ta recette. Combien de temps ça a pris de trouver ton sweet spot, mettons? La chance d'avoir des gens qui sont formés, qui sont des scientifiques, je veux dire, de leur côté, ils connaissent ça. Fait qu'ils connaissent la façon de mettre les blends puis les trucs. Oui, est-ce qu'on a fait quelques essais-erreurs? Oui, définitivement. Mais quand tu trouves ta bonne formule après avoir testé puis que tu demandes c'est quoi les effets que tu veux obtenir, puis il y en a plusieurs autres nootropiques que ceux qu'on a dans nos formules. Là. Mais je pense qu'on a vraiment réussi à créer une recette, puis c'est ce qu'on a comme review, comme commentaire des clients. Ça fonctionne vraiment vite, ça fonctionne vraiment longtemps, puis tu te sens pas comme sur un rush. Il y a beaucoup de choses, des fois, quand ça reste dans la famille des stimulants, quand t'en prends, puis que là, tu es comme, j'ai plus faim. Ou comme, tu sais, d'un coup, j'ai la patate qui pompe, ou des petits tingles, des petits jittery. Pas tout le monde qui recherche le même feeling. Non. Puis j'avoue que, tu sais, il y a beaucoup de gens ici qui sont dans l'anxiété, anxieux. Puis dès que tu fais débattre le cœur un petit peu, tu perds un marché. Exact. Fait que si tu gardes ça plus simple avec des ingrédients du genre, pas de gros rush, pas de crash, tu vas chercher une clientèle plus vaste, j'imagine. On peut pas plaire à tous. Mais le but, je pense que dans ce qu'on voit, en tout cas dans notre clientèle, on est capable d'aller chercher un gros échantillonnage de personnes. As-tu des scoops Mindblow pour 2026? Des nouveaux terrains que vous allez explorer, des nouveaux projets? Ou... On rentre chez Métro en ce moment. Okay, nice, on est dans les derniers trucs là, pour finaliser ça. Fait que là, on rentre chez Métro. Fait que c'est une petite imprimeur que je te donne qu'on n'a pas encore annoncé. Félicitations, on va le savoir en mars, à quelque part. Ouais, ça ressemblait pas mal à ça niveau de la rentrée. Fait qu'on est là-dedans en ce moment. IG, on travaille fort. Beaucoup d'autres aussi, que comme les opportunités avec Walmart, avec Costco aussi. Faut être sélectif. On n'est pas encore rendu à un niveau qu'on peut juste, comme les yeux fermés, aller n'importe où, parce qu'à un moment donné, c'est du capital aussi, c'est beaucoup d'investissement. Fait qu'on se concentre en ce moment sur grossir le Canada. Fait que le Canada en entier, c'est le focus qu'on a. On a les opportunités à Hong Kong. C'est drôle à dire, mais comme on a les opportunités d'aller en Chine déjà en ce moment. Rentrer en Chine. Ouais, on a des contacts pour ça en ce moment. Financièrement, là, mettons que tu rentres en Chine, ça implique quoi comme upgrade? La réalité, tout dépend tout le temps les termes de paiement. Okay. C'est ça le plus difficile. Parce que quand tu le sais, quand tu as un produit consommable, toi, tu frontes tout. Toi, tu frontes ta production. Fait que comme, good, on va te commander pour 200 000 $, de canettes. Good. Moi, ça m'a coûté, je sais n'importe quoi, là, 100 000 à les produire. Mais comme, ça me sort des poches, moi, cet argent-là. Puis après ça, il faut que je reçoive l'argent. Fait qu'après ça, il y a le temps de le shipper, il y a le temps là-bas. Mettons qu'ils ont un 60 jours payable. Comme, c'est souvent ce qui est difficile. Il y a un gros facteur risque, il y a incertitude dans le domaine. Là. Ça veut dire que ça doit être stressant. Toi, tu te lances dans le vide à chaque fois. Ouais. Chaque nouveau contrat, chaque nouvelle opportunité, tu te lances puis tu croises les doigts que le premier paiement se passe bien. Puis après ça, tu peux créer ta relation long terme. Jusqu'à temps que tu sois assez solide. Puis, tu sais, j'ai pas de stress à le dire. Je suis même pas gêné de le dire. Comme, on est encore une PME. Fait que la PME va toujours avoir des stress financiers parce qu'on doit tout le temps mettre sur nos épaules, justement, tout ça. Par la suite, oui, tu peux aller chercher du financement. Tu veux dire, tout ça, tu peux être créatif, c'est ce qu'on fait. Mais la réalité, c'est juste comme la croissance vient avec l'attraction, vient avec le volume, puis le volume vient avec son lot de stress aussi parce que t'as beau dire « good, Walmart me veut, ils veulent tout ça », ouais, mais de l'autre côté, il faut que je sorte le capital ou que je trouve le capital pour le faire. Fait que
C'est très créatif, c'est très intense, c'est d'y aller avec les délais aussi de nos manufacturiers. On n'est pas manufacturiers, on est copackés. Fait que ça aussi, c'est d'autres challenges qui viennent avec aussi en même temps. Est-ce qu'eux ont de l'équipement qui brise? Est-ce qu'eux ont telle affaire? Les délais de shipping, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder tout le temps. Puis tous les jours, c'est une espèce de melting pot de OK, on règle tel problème par telle solution, par tel autre problème qu'on vient rentrer. Puis mais c'est cool. T'as l'air de bien gérer parce que t'as pas trop de cheveux blancs, le barbe blanche. Non, j'ai une nouvelle coupe en plus, fait que ça cache un peu mon. Tu te maintiens, ça veut dire que le stress il est bien géré. Ah, je suis quand même bon avec le stress. Étant donné que t'as jamais un projet qui en attend un autre ou que t'as-tu un autre projet connexe avec Mindblow? C'est vraiment le main focus. Parce que souvent, il y a comme des petits à côté, comme là, t'as le podcast pas ordinaire. Fait que là, en ce moment, là, c'est 100% Mindblow, la création de contenu un peu on the side parce que ça reste quelque chose que j'adore faire puis qui veut pas un vecteur de marketing pour Mindblow à travers ça. Puis le podcast qui est bien rentabilisé de mon côté puis qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi et qui est encore du marketing pour Mindblow à travers tout ça. Fait que j'ai décidé là, depuis mes 30 ans que je me calme un petit peu. Ouais. Non pas parce que j'ai atteint tous mes objectifs, au contraire, mais comme j'ai 2 enfants, je veux vraiment mettre beaucoup de focus, beaucoup de temps sur mes enfants. On n'a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais c'est quelque chose qui a changé ma vie complètement et qui m'a amené un certain équilibre aussi. Ils ont quel âge? 3 puis 5 ans. 3 puis 5 ans. On est exactement 3 puis 5. Moi, j'ai 3 ans et demi puis 5 ans dans 4 jours. 3 ans et demi puis 5 ans et demi. Fait que je comprends ton lifestyle, man. Fait que c'est vraiment ça. Fait que non, pour l'instant, pas d'autres projets. Est-ce que je dis, j'ai un peu d'immobilier, un peu de crypto aussi, ça, mais mon but, c'est de pas trop me perdre en ce moment puis de juste comme avancer mes trucs. Mindblow, ça demande énormément de temps puis d'amour puis d'investissement. T'es le premier qui évoque la crypto, man. Je suis curieux de savoir. Moi aussi, j'ai de la crypto. Fait que ça fait-tu longtemps que t'es en crypto? Ça fait longtemps, trop longtemps malheureusement, dans le sens où j'ai été dans les pump and dump puis c'est ça. Puis t'as pas eu le temps de comme, récolter ce que t'aurais pu en cours de route? Moi, j'ai été là, le Bitcoin à 2000$. OK, ça fait longtemps. Je suis là depuis excessivement longtemps, mais je suis dans du holding en ce moment. Là, je touche plus à rien. Mais si t'es là depuis, ça veut dire que c'est un bon placement bien sécurisé de côté qui est déjà dans le positif de loin. Là. Oui. Mais qu'on touche pas à rien de ça. Puis comme j'ai mes imbécilités, j'ai mon énorme perte financière à travers les NFT de comme plusieurs dizaines de milliers. T'as essayé dans les NFT? Lesquels précisément? Un qui était des big shots? Là, il y en avait un qui c'était une affaire de zombies, de Jungle Freaks. C'est de quoi je parle? Non, attends, les zombies et les singes, là, c'est en même temps, je pense. C'est la même collection. Les apes, là, comment ça s'appelle? Ah, mais OK, je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas... Avec les zombies, le problème, c'est que c'était un dessinateur, appelons-le comme ça, puis c'est un artiste. Puis lui, à un moment donné, il a vendu le projet. Mais il y a eu un méga hype là-dedans. T'aurais pu... Ça a dû faire mal au cœur, c'est sûr. Je suis convaincu. Mais une chose, je pense que ça va revenir plus tard parce que quand ils vont ajouter de l'utilité au NFT, tu sais, comme mettons des billets de spectacle digital. Ouais, mais ce sera pas ceux que j'ai déjà achetés. Non, eux autres, ils valent des scènes aujourd'hui, malheureusement. C'est pas pour tout de suite non plus. Mais tu sais, au moins, si t'as ça de côté... Je sais pas si t'es comme moi, mais je pense que la société, on s'en va beaucoup vers tout. Tout peut être tokenisé. Là, fait que je pense que si t'es dans les bons projets, puis que tu hold, puis que tu attends, tu peux le récolter. T'as peut-être le prochain Amazon dans les mains, le prochain Google, le prochain Nvidia. Fait que, mais la majorité des projets, selon moi, vont mourir. Là, fait que si t'es trop diversifié et tu sais pas dans quoi t'as investi, take care. Là. Moi, je suis dans Bitcoin depuis à 15 000, moi, tu comprends? Fait que je reste dans le positif, puis je suis tout le temps en mode... j'aurais pu, là, moi, tout cash out à 125 000, mais comme on fait tellement d'affaires, comme c'est compliqué, hein, quand mettons, tu as ça sur un ledger, là, pour les gens qui comprennent rien, c'est du chinois, là, mais c'est très compliqué de comme se plugger, aller bouger les fonds, l'envoyer sur un exchange qui est une plateforme pour retirer. C'est compliqué, fait que des fois, tu comme pas le temps de niaiser avec ça. Tu te dis juste, regarde, mais que les chiffres valent vraiment la peine plus tard, là, j'irai jouer là-dedans. Mais sinon, c'est pour ça. Moi, c'est vraiment ça la situation en ce moment, c'est comme manque de temps, quelques mauvais moves dans le passé, etc. C'est comme, on laisse ça là pour l'instant. Anyway, moi, j'ai la mentalité, une fois que ça me sort des poches, je l'ai perdu. J'ai des placements sécurisés classiques réels, c'est ça. Là. Crypto, je suis un peu plus cowboy, fait que c'est plus cet argent-là, il n'est pas à moi pour l'instant. Il est là, mais il n'est pas là. T'as déjà plante demain. La paix avec ça. C'est ça. De l'argent, ça, mais c'est ça qu'on dit, hein, investis pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Là, si tu ne mettras pas ton loyer, là, si tu vis paycheck to paycheck, tu ne vas pas mettre ça là. Je le conseille pas. En tout cas, mais c'est bon parce que tu sais, on est loin du gars qui est incarcéré pour de la vente de stupéfiants. Tu reviens entrepreneur, investisseur, tu as de l'immobilier, tu as ta famille. Le gars, il est parti de... Tu savais que c'était un sentiment d'imposteur
de te ramasser là. Puis regarde comment le rebound est beau aujourd'hui. Là, c'est 100%. C'est pour ça que je te dis, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée parce que ça a été le coup de pied d'en face, littéralement, que j'avais besoin pour me réveiller puis faire des meilleurs choix. Puis comme, tu sais, je suis donc fier de où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis comme je le disais, les personnes avec qui j'étais avaient un lifestyle à l'âge que j'ai aujourd'hui que c'est zéro le lifestyle que j'ai envie en ce moment. Puis que... Fait que c'est des grosses réalisations. Tant mieux que ça a été jeune. Est-ce que je serais encore dans des mauvaises relations si j'avais pas eu ce wake-up call-là? Peut-être aussi. Parce que je suis quelqu'un qui était malheureusement influençable, qui voulait pas déplaire, Donc, je suis très, très heureux d'avoir vécu ça. Puis je l'ai déjà dit, je me souviens pas où, dans quel podcast, mais si je croiserais cet agent double-là dans la vie de tous les jours, tu serres à la main. Oui. Sans aucun stress. Je vais te parler de Pas Ordinaire podcast. Ton concept il est un peu comme tu parles de parcours atypique, de tout et de rien. T'as-tu une ligne directrice aussi ou t'as l'air. Je suis très freestyle. Ouais, c'est ça. Je suis un gars de même un peu. Même on me le dit souvent dans mes vidéos de comme, tu sais, t'as pas vraiment de ligne directrice. Je suis pas un. Je suis pas un comme mon chum, le fit cook, que, tu sais, tous les jours, c'est pas compliqué, c'est des vidéos comme ça. Tous les jours, on me demande qu'est-ce que je pose quasiment. Puis je pense que je suis juste quelqu'un de créatif. Tu sais, je fais pas de musique, je fais pas de dessin, je fais pas rien. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais, je suis quelqu'un qui est artistique. Puis je pense que ma créativité est vraiment là-dedans. Tous les jours, j'ai des idées de vidéos, des idées de business qu'il faut que je m'arrête de comme, hey, relance pas autre chose, t'as pas le temps pour ça. Et je pense qu'elle est là, ma créativité et mon côté artistique. Fait avec le podcast, quand j'ai parlé ouvertement de mon histoire de prison sur les réseaux, les gens ont tellement bien réagi, étonnamment, que je me suis dit, OK, il y a de quoi, là. Les gens sont ouverts à l'authenticité puis au parcours atypique. Fait qu'on va en présenter. Puis de fil en aiguille, vu que je suis un gars de business, c'est venu avec beaucoup de gens de business, mais c'est pas un show business. C'est un show variété. On va l'appeler la tendance entrepreneuriale, parce que oui, il y a beaucoup de gens de business qui viennent sur le show, parce que c'est souvent des gens qui ont des parcours atypiques. Il est arrivé beaucoup de choses dans leur vie, puis sont venus à un grand succès, mais j'ai reçu des gens. Dernièrement, l'épisode de cette semaine, on parle d'autisme. On parle d'une femme qui a appris qu'elle était autiste après que ses enfants ont eu leur diagnostic à eux autres. On ne savait même pas que... c'est fucked up de même. On a parlé avec ma femme 2-3 fois sur le podcast. Ma femme a le Gilles Latourette. Fait que c'était un sujet avec des tics actifs ou genre subtils? Quand même plusieurs petits tics, mais ma femme, on va appeler ça très léger. C'est très contrôlé, son Gilles. On a eu quelques petits épisodes ensemble qu'on en rit aujourd'hui. Mais non, c'est un petit peu de sensibilisation en même temps à travers le podcast. On essaie le plus possible de garder le flot de plaisir en gardant quand même ce petit côté-là business que j'aime de pouvoir apprendre sur des gens. Puis ça me fait des bons contacts, ça me fait des sponsors, des ci, des ça. Comment tu fais pour aller chercher ça, mettons, de ton côté? Moi, je m'inspire des autres projets. As-tu de la difficulté? C'est facile d'aller chercher des sponsors? Parce que, tu sais, on s'entend, ça coûte cher un podcast. Toi, tantôt, tu as déjà dit que le podcast était déjà quand même bien rentable. Ça veut dire que tu as de la facilité à aller chercher des gens pour supporter juste les épisodes. Est-ce que tes invités pluguent leur propre entreprise pour venir? C'est comme ça que ça fonctionne? Ou je suis curieux, c'est un mix de tout ça. En général, on a réussi à convertir des très bons sponsors qui nous font confiance, des gens qui sont venus sur le podcast ou même juste des gens qui ont fait confiance au podcast, point. De par la visibilité qu'on a, de par la qualité des invités, de par des fois juste comme OK, eux autres, ils aimeraient savoir ce genre de lead-là, de genre de personnes qui viennent sur notre show. Fait que on peut les mettre en relation. Fait que on a réussi à bien rentabiliser juste en termes de sponsors. C'est quand même une quête qui est en constante évolution. Des fois, tu perds un sponsor, il y en a un que leur budget marketing a changé, un qu'on augmente le prix, un qu'il faut négocier. C'est quelque chose de normal comme n'importe quel business et autres. On a eu, je pense que je peux le dire sans gêne, quelques personnes qui ont payé pour venir sur le podcast pour mettre de l'avant leur entreprise. Oui, il peut y avoir des très beaux parcours, mais des fois, si on veut rendre ça un petit peu plus marketing. Parce que mon but, c'est comme, tu sais, c'est tant mieux si l'entreprise est cool, mais ça reste qu'on est là pour le parcours. On est là pour l'histoire, on est là pour l'entrevue. Donc, si on veut plugger un peu plus la business, ben on va faire de la business ensemble aussi. Oui, c'est ça, il y a un coût à ça. Tu vas plier sur toi, ton contenu, tu veux qu'il soit authentique, tu veux que ça l'axe sur le parcours. Tu es prêt à déroger un petit peu, mais moyennant quelque chose. Puis ça, c'est l'esprit entrepreneur qui rentre en ligne de compte. Fait que tu te dis, on va le faire pareil, ça va être du contenu pareil. Oui, je vais déroger, mais au moins, il y a quelque chose qui vient en retour. Puis ça, tu peux l'investir dans le prochain épisode qui va être plus aligné avec ce que tu veux passer comme message. C'est ce que j'ai dit, c'est le podcast, c'est une business. On l'utilise comme ça. On l'utilise, à travers ça pour du marketing, pour Mindblow aussi, etc. Mais le but, c'est vraiment de rencontrer des gens à sa coche, de faire des belles relations aussi, des belles connexions avec ces personnes-là, d'aller chercher de la viralité le plus qu'on peut aussi. On fait ça pour la visibilité aussi. Puis on a plusieurs choses sur la table à dessin pour cette année, pour autant continuer de grossir le projet que d'offrir un petit peu plus à nos guests, à nos invités,
à nos auditeurs puis à nos sponsors aussi. Fait que on n'est pas prêt pour l'instant de lâcher. Non, mais c'est correct. C'est tout le temps... C'est un marché que, oui, il y en a de plus en plus, mais Colin, que ça se consomme bien. On écoute ça dans les chars. Si tu commences à quelque part le soir, tu n'as pas fini, le lendemain, tu mets ça dans le char. Tu sais, ça se consomme partout en tout temps. C'est vraiment nice. As-tu un conseil pour quelqu'un comme moi qui est à la recherche de commanditaires long terme? Comment tu négocies ça, toi? Tu pognes sûrement du monde pas par épisode. Ça doit être des contrats long terme. As-tu un conseil pour moi? Bonne question. Je te dirais qu'en général, il faut juste vraiment que tu y ailles sans gêne. Techniquement, tu ne demandes pas un service. Tu ne demandes pas comme la charité ou autre. Ce que tu proposes vraiment, c'est de la valeur. Au final, tu prends de ton temps, tu prends de ton argent. Tu es ici aujourd'hui pour amener de la valeur à des personnes qui vont écouter l'épisode, en tout cas, on espère qu'ils vont avoir de la valeur en écoutant notre épisode ensemble. Fait que le but, c'est de pouvoir faire shiner des business, comme là, aujourd'hui, on a Mindblow ici à gauche, à droite, comme de pouvoir faire shiner des business à travers ça, que ce soit à travers des segments sponsorisés, du merch comme ça, que ce soit toi qui portes des choses ou autre. Comme le but, c'est que tu travailles fort pour tout ça, fait que tu ne demandes pas la charité. Fait que ce que tu dois faire, c'est, of course, travailler sur tes vues, sur tes trucs, mais des vues long format, donc YouTube, Spotify et compagnie, ça a tellement plus de valeur qu'un petit shirt, surtout que comme on le sait, là, les métriques là, de dire que comme gars, tu as 100 000 vues, mais il y en a combien de 100 000 là-dedans qui sont des 3 secondes, qui est absolument rien. C'est dur, c'est ça qui est top. La conversion du short à l'épisode, moi, c'est mon défi du moment. J'ai d'excellents chiffres dans les shorts, mais des fois, la conversion est plus difficile. Mais là, tu as à retravailler le visuel, la conversion, comment tu attires l'attention. Mais ça, si tu continues de répéter le même pattern sans rien corriger, tu vas avoir les mêmes résultats. Exact. Là, je suis en mode de modification. On essaie des trucs. C'est pour ça que je me renseigne. On est tellement à faire ça. Et toi qui as du succès là-dedans, pourquoi pas demander moi, je suis 100% à l'aise. Tu prends? De dire aussi qu'est-ce que tu peux offrir de plus à ce business-là. Fait que de dire, est-ce que tu peux, dans tes clips, même avoir un logo? Est-ce que tu peux avoir un outro que c'est eux autres? Est-ce que c'est présenté par? Est-ce que c'est les premières 15 secondes de chaque épisode que c'est leur publicité? Comme je le répète, tu leur demandes pas la charité. T'es pas, s'il vous plaît, donnez-moi ça. C'est voici la valeur que je vous amène. Voici ce que moi, j'aimerais en retour. Des fois, il y a de la négociation. Après, tu fais un test. Puis moi, non, je négocie pas pour un épisode puis des trucs. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Comme je dis, des fois, il y a des gens qui payent pour un épisode. En général, on vise des 3, 6 ou 12 mois. Là, c'est ça que c'est l'aspect longévité là, qui vaut la peine parce que ça te permet de te mettre en mode production sans te casser la tête sur comment financer le projet. C'est ça qui est plus difficile que moi en ce moment. Depuis la création du podcast Le Cœur au Mic, je suis avec des sponsors épisode par épisode. OK. Puis on est rendu à, que je t'ai dit tantôt, 17. Puis j'ai survécu ici jusqu'à là. Fait que je suis en train de travailler quelque chose, une offre, parce que, tu sais, justement, la business, on fait de la merch, puis tout. Fait que, pourquoi pas trouver une offre où il y a quelque chose de tangible qui vient en échange? C'est ça que je suis en train de travailler. Puis tu dis quelque chose qu'à la limite, si tu es un revendeur de quelque chose en événementiel, tu peux revendre ce que je t'offre puis repayer ton investissement. Pour moi, c'est un no-brainer, mais il faut que ça soit... Tu offres à la bonne personne. Quelqu'un qui ça la... Mais tu sais, on l'a dit tantôt, le relationnel, il n'y a rien de plus important. Puis pour moi, chaque personne qui vient sur le podcast, mes invités, il faut que ce soit une expérience pour eux autres. Fait qu'autant, toi, mettons, puis je te donne ce conseil-là, tu sais, ta compagnie que tu as, tu pourrais faire des petits vêtements pour tes invités. Tu peux faire des choses pour être certain que la personne parte avec une expérience de malade mental. Puis tu sais, on se connaît un peu, là, mais je veux dire, tu sais, les personnes qui quittent ton podcast, qui viennent, la première impression pour plusieurs de te connaître à ce moment-là, des fois, c'est peut-être ça qui peut faire la conversion pour plus tard aussi. Moi, ça a été le cas pour plusieurs sponsors. On a été capable d'assez avoir une bonne relation sur le moment qui, oui, peut-être a perduré à travers comme un peu de communication, etc. Et tu travailles vraiment fort sur ta relation, ta première impression, pour après ça, ben oui, demander. T'sais. Puis au final, comme je dis, je demande, je propose. Ouais, c'est ça. C'est transactionnel. Là. C'est les deux ont un plus-value. Les gens investissent en toi, techniquement. C'est justement, comme tu dis, tu fais bonne impression. Tu as l'air passionné, tu as l'air d'être animé par ton projet. Les gens ils vont dire, je sais pas pourquoi ils dégagent quelque chose, j'ai envie de faire confiance à cette personne-là. Puis c'est ça, ils investissent après ça, tu pourrais partir de n'importe quoi. Puis les gens qui ont confiance en toi vont être derrière toi, tu vas avoir le support. Il faut se donner le temps. Il faut donner le temps au temps. Sam, as-tu quelque chose que tu veux plugger pour Mindblow, n'importe quoi, tes réseaux sociaux, quelque chose pour la fin? Je te laisse la parole. S'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Mindblow, qui ne suivent pas les pages, qui veulent aller voir ça, Mindblow Energy, on a français et anglais, on fait du contenu dans les deux langues maintenant. Le podcast ordinaire, il y a des gens qui veulent l'écouter également aussi. Sinon, Samuel Baudry, barre en bas sur l'ensemble des différents réseaux.
Puis cette année, on risque de continuer d'être assez actif aussi. Fait que c'est pas mal ça de mon côté. Moi, je vais te plugger je vais pogner tous tes réseaux sociaux. Je vais les mettre dans la description du vidéo, comme je fais avec tout le monde. Puis, je te remercie bien gros d'être passé aujourd'hui. Ça a été plaisant. Ça a été fluide. Le temps a passé vite. Puis, merci pour les conseils. Merci d'avoir partagé ton expérience. Puis, je te souhaite une excellente année 2026 avec Mindblow. Vous avez un bon projet. Puis, j'ai confiance que ça va continuer d'exceller. On va travailler fort. Merci Yes, beaucoup. sir. Merci, Sam.